18,5 millions de dollars. C'est pourquoi mes parents m'ont traîné devant le tribunal. Les parents qui m'ont abandonné pendant 15 ans m'accusent maintenant d'avoir volé la fortune de mon grand-père. Ma mère a murmuré, « Tu vas tout perdre ». Le juge m'a regardé, a marqué une pause et a dit, « Attendez. Vous êtes la défenderesse ? Cette note est légale pour toutes les dettes publiques. » Le visage du juge s'est figé de choc. Je me tenais dans un tribunal à Chicago, accusé d'avoir volé mon propre héritage aux parents même qui m'avaient abandonné 15 ans plus tôt. Quand mon grand-père fortuné est décédé et m'a tout laissé, son patrimoine entier de 18,5 millions de dollars, mes parents, avec qui j'étais en froid, sont soudainement réapparus. Mais ils ne sont pas venus pour renouer. Ils ne sont pas venus pour pleurer. Ils sont venus me traîner devant le tribunal. Ils ont dit à tout le monde que je l'avais manipulé. Ils montraient de menteur à menteuse, d'escroc. Et devant des journalistes, des collègues et des dizaines d'inconnus, ma propre mère m'a regardé avec le même dégoût que l'on pourrait montrer à de la saleté sous la semelle d'une chaussure. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Le juge a marqué une pause. Il a étudié le dossier de l'affaire devant lui, puis a lentement levé les yeux vers moi. « Attendez », a-t-il dit. « Vous êtes la défenderesse ?» La salle d'audience est devenue silencieuse car à ce moment-là, le juge a réalisé quelque chose que personne d'autre dans cette pièce ne savait encore. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Mon nom est Marina Schultz. Je suis une avocate de 32 ans. Et pour comprendre comment je me suis retrouvée devant ce tribunal, accusé par mes propres parents d'avoir volé mon grand-père mourant, nous devons revenir au véritable début de cette histoire. Avant de commencer l'histoire, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me faire savoir d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous dans les commentaires. Je suis toujours curieux et curieuse de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Votre soutien me motive vraiment à continuer de partager des histoires comme celle-ci. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de cette histoire. C'était mon anniversaire. J'ai passé toute la matinée à décorer moi-même la salle à manger, ballons, guirlandes, même une bannière faite à la main et collée de travers sur le mur. Ma mère est passée devant moi 3 fois sans dire un mot. Mon père est resté dans son bureau au téléphone, discutant d'une affaire immobilière. Mon frère aîné, Daniel, était le centre d'attention ce soir-là. Mes parents organisaient un dîner élégant pour célébrer son acceptation à l'université. Des invités importants, des opportunités de réseautage, tout tournait autour de lui. Personne ne s'est souvenu de mon anniversaire. À 18h ce soir-là, j'étais assise seule à la table de la cuisine avec un cupcake acheté en magasin. C'est à ce moment-là que mon grand-père est entré. Il s'est arrêté dès qu'il m'a vu. Les décorations que j'avais accrochées seul, le cupcake solitaire, la pièce vide. Son expression est tombée instantanément. « Marina ?» a-t-il demandé doucement en s'asseyant à côté de moi. « Où est tout le monde ? » « Ils sont au dîner de Daniel », ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. « Ce n'est pas grave. Sa célébration est plus importante. » Il a tendu la main sur la table et m'a serré la main. « Non », a-t-il dit doucement. « Ce n'est pas le cas », a dit mon grand-père qui est resté avec moi toute cette soirée. Nous avons commandé des pizzas, regardé de vieux films, et il m'a raconté comment il avait bâti son entreprise à partir de rien. Avant de partir ce soir-là, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je porterai avec moi pour le reste de ma vie. « Marina, tu vaux plus qu'ils ne le verront jamais. Ne les laisse pas te définir. » À l'époque, je n'ai pas entièrement compris ce qu'il voulait dire. Mais au fil des ans, ce schéma n'a jamais changé. Chaque réalisation que j'obtenais au tableau d'honneur, capitaine de l'équipe de débat, une bourse complète pour l'université où était accueilli par le silence de mes parents. Pendant ce temps, Daniel recevait des applaudissements pour des accomplissements qui ne demandaient presque aucun effort. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai pris une décision qui allait façonner le reste de ma vie. J'ai fait mes bagages, retiré les petites économies que j'avais, et j'ai quitté la maison. J'ai payé mes études universitaires et ma faculté de droit par moi-même, cumulant 3 emplois à la fois. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents, pas une seule fois. Mais je n'ai jamais cessé de rendre visite à mon grand-père. Il était la seule personne qui me voyait vraiment. 7 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de la faculté de droit de l'université de Chicago, terminant dans les 10% les meilleurs de ma promotion. J'ai quand même envoyé une invitation à mes parents pour la cérémonie.
Je n'aurais rien dû attendre. Et pourtant, une petite partie de moi espérait que cette fois serait différente. Peut-être verrait-il enfin que j'avais construit quelque chose de réel sans leur argent et sans leur approbation. La cérémonie était magnifique. Des familles remplissaient l'auditorium, acclamant et pleurant leurs enfants qui traversaient la scène. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai traversé la tribune seul. Pourtant, j'ai cherché dans la foule, espérant reconnaître un visage familier. Mon grand-père était là au premier rang, souriant avec une fierté indéniable. Il était le seul. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Pas de félicitations, pas même de reconnaissance, juste 4 mots, nous ne célébrons pas la médiocrité. C'est tout ce que je représentais pour elle. J'ai montré le texte à mon grand-père lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires. Il l'a lu lentement, puis a posé le téléphone et a secoué la tête. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je pensais avoir mieux éduqué mon fils. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit. Peut-être pas, a-t-il répondu. Mais je vois ce qu'il refuse de voir. Tu as construit ta vie toute seule, Marina. C'est ça, le vrai succès. Au cours des années suivantes, j'ai bâti une carrière chez Kirkland & Ellis LLP, l'un des meilleurs cabinets d'avocats de Chicago. J'ai travaillé sur des affaires majeures, remporté des procès et gagné progressivement le respect de partenaires 2 fois mon âge. Mon grand-père était là pour chaque étape, ma première victoire au tribunal, ma promotion au poste d'associé senior, même des dîners tranquilles les mardis soirs aléatoires. Mes parents n'ont appelé que 2 fois en 5 ans. Les 2 fois, ils voulaient de l'argent pour la start-up en faillite de Daniel. Les 2 fois, j'ai refusé. Et les 2 fois, mon grand-père l'a remarqué. Il remarquait tout. Avec le recul, je pense que c'est là qu'il a pris sa décision. Mon grand-père, Edward Schultz, est décédé tôt un mardi matin de mars. Il avait 85 ans. J'étais avec lui pendant 2 semaines avant ce jour. Depuis que son cœur a commencé à faiblir, je suis resté à ses côtés. Je lui ai tenu la main, lui ai lu à voix haute ses livres préférés et lui ai raconté les affaires sur lesquelles je travaillais. Même quand il ne pouvait plus parler, il souriait toujours quand il entendait ma voix. Mes parents sont venus une fois. Ils sont restés 20 minutes. La majeure partie de ce temps a été passée à faire défiler leur téléphone. Ils sont partis sans même dire au revoir. Mon grand-père est décédé paisiblement dans son sommeil, avec moi assise à ses côtés. Une semaine plus tard, son avocat, Charles Bennett, a organisé une réunion pour lire le testament. Je supposais que ce serait une routine. Oui, mon grand-père était riche, mais je croyais qu'il diviserait tout entre mon père et moi, peut-être placerait-il certains actifs dans une fiducie. Je me suis trompé. Charles était assis en face de nous dans son bureau. Mes parents étaient d'un côté de la table. J'étais assise de l'autre. Il a ouvert un dossier et a commencé à lire à haute voix, à ma petite fille, Marina Schultz, la seule personne de cette famille qui m'a aimé pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Il a marqué une brève pause avant de terminer la phrase. Je lui laisse l'intégralité de mon patrimoine. La pièce est devenue complètement silencieuse. Charles Bennett a continué de lire d'un ton professionnel et neutre, cela inclut toutes les propriétés immobilières, les portefeuilles d'investissement et les actifs liquides, totalisant environ 18,5 millions de dollars. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Mon père s'est penché en avant sur sa chaise, la mâchoire serrée. Il doit y avoir une erreur, a dit mon père. Il n'y en a pas, a répondu Charles calmement. Monsieur Schultz a été très clair. Il a rédigé ce testament il y a 1 an alors qu'il était pleinement compétent. Il a également laissé des instructions écrites spécifiques. Charles a fait glisser une feuille de papier sur la table. Au bas, écrite de la propre main de mon grand-père, se trouvait une seule ligne, il n'était jamais là quand j'avais besoin d'eux. Marina l'était. 2 jours plus tard, mes parents sont apparus à ma porte pour la première fois en 15 ans. Ils n'ont pas frappé poliment. Ils ont sonné à la porte 3 fois de suite, le même rythme impatient que je me souvenais de mon enfance, comme si la maison leur appartenait déjà. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère m'a bousculé sans dire un mot. Mon père est entré derrière elle, affichant cette expression familière. Celle qui signifiait toujours qu'il allait me dire comment les choses allaient se passer. Nous devons parler, a dit mon père, debout au milieu de mon salon comme s'il en était le propriétaire. À propos de quoi, ai-je demandé,
même si je le savais déjà. Le testament, a dit ma mère sèchement en se tournant vers moi. À propos de la situation ridicule que ton grand-père a créée. J'ai refermé lentement la porte derrière eux. Le testament est légal, ai-je dit. C'est déjà réglé. Ce n'est pas réglé, a répondu mon père. Cet argent appartient à la famille. Tu n'as aucun droit de le garder en entier. Un étrange calme s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la douleur. Juste une clarté tranquille et fatiguée. J'ai tous les droits, ai-je dit. Grand-père a choisi de me le laisser. Il avait 85 ans, a rétorqué ma mère. Il ne pensait pas clairement. Tu l'as manipulé. Je lui ai rendu visite chaque semaine pendant 15 ans, ai-je répondu d'un ton égal. Où étiez-vous? Mon père s'est approché, la voix basse. Surveille tonton. Nous sommes toujours tes parents. Vraiment? Les mots ont échappé avant que je ne puisse les arrêter. Parce que les parents n'abandonnent pas leurs enfants. Les parents ne disparaissent pas pendant 15 ans et ne se présentent pas ensuite en exigeant de l'argent. Nous n'exigeons rien, a dit ma mère, bien que sa voix suggérait le contraire. Nous te demandons de faire ce qui est juste. Partage-le. C'est ce que fait une famille. J'ai regardé les deux. Les mêmes personnes qui avaient passé mon enfance à me faire me sentir invisible. Les mêmes personnes qui avaient célébré chaque accomplissement médiocre de Daniel tout en ignorant tout ce que j'avais accompli. Le testament est légal, ai-je répété calmement. Si vous n'êtes pas d'accord, portez l'affaire devant les tribunaux. Les yeux de mon père se sont plissés. Oh, nous le ferons, a-t-il dit. Une semaine plus tard, un huissier a frappé à la porte de mon bureau. J'étais en train d'examiner des dépositions pour une affaire corporative quand il m'a remis une épaisse enveloppe. Dès que j'ai vu le nom du cabinet d'avocats imprimé sur l'entête, j'ai su de quoi il s'agissait. Mes parents me poursuivaient en justice. La plainte faisait 30 pages. Ils m'accusaient d'influence indue, de manipulation d'une personne âgée et de fausses déclarations frauduleuses. Selon leurs dépôts, mon grand-père était mentalement incompétent lorsqu'il avait signé le testament. Ils ont demandé au tribunal d'invalider l'intégralité du document et de redistribuer le patrimoine selon les lois de succession ab intestat, ce qui donnerait presque tout à mon père. Je suis resté là, fixant les pages, mes mains devenant lentement engourdies. On a frappé à la porte de mon bureau. Olivia Grant, une collègue de mon cabinet, est entrée. « Ça va » a-t-elle demandé. « Tu as l'air pâle. » Sans dire un mot, je lui ai tendu la plainte. Elle a lu la première page, puis m'a regardé avec de grands yeux. « Marina, c'est complètement sans fondement. »« Je sais » ai-je dit doucement. Elle a continué à tourner les pages, son expression devenant plus sombre. « Ils jouent sale » a-t-elle dit. « Ils ont déjà porté l'affaire devant la presse. » Elle a sorti son téléphone et a tourné l'écran vers moi. Le titre disait « Petite fille en froid accusée de voler la fortune familiale ». Mon estomac s'est noué. L'article me dépeignait comme une opportuniste avide qui était apparue pendant les derniers jours de mon grand-père pour voler un héritage qui était censé appartenir à mon père. La section des commentaires était encore pire. Des gens qui ne m'avaient jamais rencontré me traitaient de vautour, de voleuse, de manipulatrice. C'est une attaque contre la réputation, a dit Olivia doucement. Non, ai-je répondu. C'est une stratégie. J'ai regardé l'article à nouveau, sentant la réalisation s'installer. Ils veulent détruire ma réputation avant même que nous n'allions au tribunal. Olivia a posé son téléphone sur le bureau. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé la plainte à nouveau, les signatures de mes parents au bas de la dernière page. Quelque chose en moi s'est endurci. Je vais me battre, ai-je dit, pas seulement pour l'argent, pour mon nom. Puis, le lendemain, j'ai officiellement engagé Olivia Grant comme mon avocate. Pendant les 2 semaines suivantes, nous avons transformé une salle de conférence en salle de guerre. Des documents couvraient chaque surface, dossiers médicaux, relevés bancaires, correspondances, listes de témoins. Votre grand-père était extrêmement méticuleux, a dit Olivia un après-midi en tenant un épais dossier. Il s'attendait à ce que quelqu'un puisse contester cela. Elle m'a d'abord remis les dossiers médicaux. 3 mois avant de rédiger le testament, mon grand-père avait subi une évaluation neurologique complète.
Le rapport du médecin était clair, le patient démontre une pleine capacité mentale, une forte mémoire et un jugement sain. Cela détruit complètement leur argument d'incompétence, ai-je dit. Ça va encore mieux, a répondu Olivia. Elle a ouvert un autre dossier et a fait glisser une petite clé USB sur la table. Votre grand-père a enregistré une vidéo. Ma respiration s'est coupée. Une vidéo? Elle a hoché la tête. Il s'est assis avec Charles Bennett un an avant de mourir et a expliqué devant la caméra exactement pourquoi il vous laissait tout. Elle m'a étudié attentivement. L'avez-vous déjà regardé? J'ai secoué la tête. Voulez-vous la regarder? Une partie de moi le voulait. Une autre partie de moi craignait ce que cela pourrait remuer, mais après un moment, j'ai hoché la tête. Olivia a ouvert le fichier sur son ordinateur portable. La vidéo a commencé à jouer. Mon grand-père, Edward Schultz, est apparu à l'écran, assis dans le bureau de Charles Bennett. Il avait l'air plus mince que dans mes souvenirs, mais sa posture était droite, ses yeux concentrés et vifs. Mon nom est Edward Schultz, a-t-il dit calmement. J'enregistre ceci pour expliquer ma décision. J'ai regardé chaque seconde de la vidéo sans parler. Au moment où elle s'est terminée, les larmes coulaient sur mon visage. Olivia a fermé l'ordinateur portable en silence. C'est votre pièce à conviction la plus solide, a-t-elle dit. Mais nous ne l'utilisons pas immédiatement. J'ai essuyé mes yeux. Quand la montrons-nous? Quand ils seront pleinement engagés dans leur histoire, a-t-elle répondu. Quand ils auront convaincu le tribunal que vous l'avez manipulé. C'est à ce moment-là que nous révélerons la vérité. J'ai hoché la tête lentement. Entrer dans ce tribunal allait être le moment le plus difficile de ma vie. Mais je n'allais pas reculer. J'avais la vérité, et c'était suffisant. Le matin du procès, je me tenais devant le tribunal du circuit du comté de Cook, essayant de calmer ma respiration. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes. Des flashs crépitaient tandis que je marchais vers l'entrée. Mademoiselle Schultz, a crié quelqu'un. Avez-vous manipulé votre grand-père? J'ai continué à marcher sans répondre. Olivia est restée à mes côtés, sa main posée légèrement sur mon bras. Ne réponds pas, a-t-elle chuchoté. Laisse les preuves parler. À l'intérieur, la salle d'audience était déjà pleine. J'ai reconnu plusieurs personnes de Kirkland et Ellis assises dans la galerie, des collègues avec qui j'avais travaillé pendant des années. Certains semblaient me soutenir, d'autres étaient curieux, comme s'ils assistaient au déroulement d'un spectacle. À la table des plaignants se trouvaient mes parents, à côté de leur avocat, Thomas Caldwell. Ma mère portait un costume bleu marine coûteux. Mon père était assis rigidement sur sa chaise, son expression froide et illisible. Ni l'un ni l'autre ne m'a regardé. Je me suis assise à la table de la défense et j'ai rangé mes dossiers, bien que mes mains tremblaient légèrement. Tous debout. Le tribunal s'est levé à l'entrée du juge Andrew Whittaker. Je savais déjà qu'il avait été désigné pour l'affaire, mais le voir en personne a rendu tout soudainement réel. Il était au début de la soixantaine, avec un regard vif et connu pour ses décisions sans fioriture. Des années plus tôt, avant de rejoindre le banc, il m'avait brièvement encadré sur un litige contractuel complexe alors qu'il pratiquait encore le droit. Il a pris place et a ouvert le dossier de l'affaire. Puis il a levé les yeux, son regard s'est posé sur moi. Pendant une brève seconde, ses yeux se sont légèrement écarquillés. Mademoiselle Schultz, a-t-il dit avec précaution, sa voix neutre. Vous êtes la défenderesse dans cette affaire. Toute la salle d'audience est devenue silencieuse. Je me suis levé. Oui, votre honneur. Il m'a étudié longuement. Je pouvais voir la reconnaissance dans ses yeux. Il se souvenait de moi. Il se souvenait de mon travail. Et il essayait clairement de concilier l'avocate qu'il avait autrefois encadrée avec la personne maintenant accusée de fraude envers les personnes âgées. Je vois, a-t-il dit enfin. Procédons. Thomas Caldwell s'est levé et a ajusté sa veste de costume. Il avait ce genre de confiance polie qui vient avec des décennies de litiges à enjeux élevés. Votre honneur, a-t-il commencé doucement. Mes clients, Victor et Bonnie Schultz, sont ici aujourd'hui à cause d'une grave injustice. Il a marqué une pause délibérée. Leur père, Edward Schultz, était un homme d'une grande richesse et d'un jugement solide pendant la majeure partie de sa vie. Mais au cours de ces dernières années, il est devenu vulnérable, le mot a plané dans l'air.
La défenderesse, Marina Schultz, a systématiquement isolé Monsieur Schultz du reste de sa famille. Elle l'a manipulé émotionnellement et psychologiquement, et quand il était au plus faible, elle l'a convaincu de déshériter son propre fils en sa faveur. J'ai senti la main d'Olivia appuyée légèrement sur mon bras, un rappel silencieux de rester calme. Caldwell est retourné à sa table et a pris un document. Votre honneur, je voudrais soumettre la pièce A, une lettre écrite par Monsieur Schultz 6 mois avant sa mort. Des copies ont été transmises au juge et à Olivia. Je me suis penché pour la lire. La lettre était courte, manuscrite, inégale, je me sens sous pression. Je ne sais plus quoi faire. Mon estomac s'est serré. L'écriture ressemblait à celle de mon grand-père, mais quelque chose clochait. Les boucles étaient mal faites. L'espacement était irrégulier. Cette lettre, a poursuivi Caldwell, démontre que M. Schultz était sous une pression immense. Il était clairement contraint. Le juge Whittaker a examiné attentivement le papier. Avez-vous une authentification pour ce document, a-t-il demandé. Nous sommes en train de l'obtenir, votre honneur, a dit Caldwell doucement. Mais le contenu émotionnel parle de lui-même. Avant que quiconque ne puisse parler, ma mère s'est soudainement levée. Votre honneur, si je puis me permettre, a-t-elle dit, sa voix tremblante d'une émotion soigneusement jouée. Ma fille ne s'est jamais souciée de mon père. Elle n'est apparue que lorsqu'elle a réalisé qu'il était mourant et qu'il y avait de l'argent à hériter. Un murmure s'est répandu dans la salle d'audience. Je sentais des dizaines de regards se tourner vers moi. Le juge Whittaker a levé la main. Madame Schultz, veuillez vous asseoir. Vous aurez l'occasion de témoigner plus tard, mais le mal était déjà fait. Leur narration était installée. Olivia s'est levée immédiatement. Votre honneur, cette lettre est un faux, a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme. Nous avons un expert en écriture prêt à témoigner qu'elle ne correspond pas aux échantillons d'écriture vérifiés d'Edward Schultz. Caldwell a froncé les sourcils. C'est une accusation grave. C'est une affaire grave, a répondu Olivia. Puis elle s'est tournée vers le juge. Votre honneur, l'argument entier du plaignant repose sur l'affirmation que M. Schultz était soit incompétent, soit sous la contrainte, mais les preuves montreront quelque chose de très différent. Olivia s'est avancée et a pris un épais dossier sur notre table. Madame Marina Schultz a rendu visite à son grand-père chaque semaine pendant 15 ans, a-t-elle commencé. Elle était présente aux réunions de famille, aux vacances et aux visites à l'hôpital. Pendant ce temps, M. Victor Schultz et Madame Bonnie Schultz contactaient Edward Schultz principalement lorsqu'ils avaient besoin d'une aide financière. Objection, a dit Thomas Caldwell immédiatement. Spéculation. C'est documenté, a répondu Olivia sans perdre un instant. Elle a levé un jeu de registres imprimés. Ce sont des journaux d'appel vérifiés montrant la fréquence et la durée des communications entre les parties. Le schéma est indéniable. Le juge Andrew Whittaker a fait signe pour les documents. Je les examinerai. Olivia a continué, sa voix stable. De plus, votre honneur, nous avons des documents médicaux confirmant que M. Schultz était pleinement compétent lorsqu'il a rédigé son testament. Il a même subi une évaluation cognitive complète spécifiquement pour prévenir ce type exact de contestation. J'ai observé le juge attentivement. Il écoutait attentivement, prenant des notes pendant qu'elle parlait. Puis, avant que je ne puisse me raviser, je me suis levé. Votre honneur, puis-je dire quelque chose? Le juge Whittaker m'a regardé. Mademoiselle Schultz, vous avez un conseiller juridique. Je comprends, ai-je dit, mais j'ai besoin de dire ceci personnellement. La salle d'audience s'est calmée. J'ai rendu visite à mon grand-père chaque semaine parce que je l'aimais, pas parce que je voulais son argent. Je ne lui ai jamais demandé un seul dollar. Mes parents, en revanche, l'ont appelé 2 fois en 5 ans. Les 2 fois, ils demandaient de l'argent. Personne n'a parlé. La vérité est dans les registres, votre honneur, ai-je ajouté doucement. Pas dans leurs accusations. Le juge Whittaker m'a étudié pendant plusieurs secondes avant de se tourner vers Caldwell. Monsieur Caldwell, avez-vous des preuves supplémentaires au-delà de cette lettre contestée? Caldwell a hésité. Nous sommes toujours en train de recueillir des éléments de preuve. Vous avez intenté un procès sans preuve suffisante, a demandé le juge sèchement. Je sentais l'élan changer. Avant d'aller plus loin, merci d'avoir écouté cette histoire. Si ce moment résonne en vous,
si vous avez déjà été sous-estimé ou forcé de défendre ce qui vous revient de droit, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire indiquant d'où vous regardez. Je lis chaque message et vos histoires comptent plus que vous ne le savez. Maintenant, retournons dans cette salle d'audience car ce qui s'est passé ensuite a rendu la tension encore pire. C'est alors que ma mère s'est soudainement levée de nouveau. « Votre honneur, s'il vous plaît », a dit Bonnie Schultz, la voix montant. « Ma fille a toujours été ingrate. Elle a abandonné cette famille quand elle avait 17 ans. Elle nous a tous tourné le dos. » L'expression du juge Whittaker s'est durcie. « Madame Schultz, je vous ai déjà demandé de rester assise, mais elle l'a ignoré. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux brûlants de colère. « Tu n'as jamais été assez bien pour cette famille, Marina », a-t-elle dit bruyamment. « Tu sais que tu as toujours été une déception, et maintenant tu essaies de voler ce qui n'a jamais été à toi. » Les mots ont frappé la pièce comme une gifle. Non pas parce qu'ils faisaient mal, j'avais entendu des versions de ces mots toute ma vie, mais parce qu'elle les a prononcés ici devant tout le monde, mes collègues, des journalistes, de parfaits inconnus. Elle voulait m'humilier publiquement. La salle d'audience est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant de voir si je craquerais. Je me suis levé lentement et lui ai fait face. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit, ma voix stable. Je suis parti parce que je n'ai jamais été désiré. Il y a une différence. Le visage de ma mère est devenu rouge vif. Tu. Le juge Whittaker a frappé de son marteau. Ça suffit, Madame Schultz. Asseyez-vous immédiatement, ou je vous déclarerai coupable d'outrage au tribunal. Mon père lui a attrapé le bras et l'a tiré pour la ramener sur sa chaise. Elle tremblait de rage. Le juge a regardé à travers la salle d'audience. Laissez-moi être clair, a-t-il dit fermement. Ceci est un tribunal, pas une séance de thérapie familiale. Nous procédons sur la base des preuves et des arguments juridiques. Les attaques personnelles n'ont pas leur place ici. Puis il a jeté un coup d'œil vers moi. Juste un instant, son expression s'est adoucie. Mademoiselle Schultz, vous pouvez vous asseoir. Je me suis assise, mon cœur battant toujours. Olivia s'est penchée vers moi et a chuchoté, tu as géré ça parfaitement. Mais je sentais toujours la haine de ma mère brûler à travers la pièce. Le juge Whittaker n'avait pas terminé. Il s'est tourné vers Caldwell avec un regard qui a fait légèrement bouger l'avocat sur sa chaise. Olivia s'est levée de nouveau. Cette fois, sa posture était confiante, décisive. C'était le moment que nous préparions. Votre honneur, a-t-elle dit, nous avons des preuves qui démontrent de manière concluante la capacité mentale de M. Edward Schultz et ses intentions. Caldwell a levé les yeux brusquement. Quelle preuve? Un enregistrement vidéo, a répondu Olivia. Enregistré par M. Schultz un an avant sa mort en présence de son avocat, Charles Bennett. Dans l'enregistrement, M. Schultz explique sa décision avec ses propres mots. La salle d'audience a éclaté en murmures. Thomas Caldwell s'est levé lentement de sa chaise. Votre honneur, a-t-il dit. Les enregistrements vidéo peuvent être manipulés. N'importe qui avec un logiciel de montage de base peut altérer les images. Nous ne pouvons pas simplement supposer que cet enregistrement est authentique. Plusieurs journalistes ont échangé des regards inquiets. Puis Olivia a repris la parole, calme et posée. Cette préoccupation a été anticipée, a-t-elle dit, c'est pourquoi M. Schultz a également organisé une vérification indépendante. Le juge Whittaker a levé la main pour le silence. Un enregistrement vidéo, a-t-il demandé. Oui, votre honneur, a dit Olivia. M. Schultz voulait s'assurer qu'il n'y aurait aucun doute sur ses volontés ou son état d'esprit. Caldwell a froncé les sourcils. Objection. Cet enregistrement aurait pu être manipulé. Les deepfakes le sont. Nous sommes entièrement prêts à fournir une vérification médico-légale, a interrompu Olivia. La vidéo contient des métadonnées, des horodatages, et a été enregistrée en présence d'un avocat agréé qui témoignera de son authenticité. Le juge Whittaker s'est légèrement penché en arrière. Quand cet enregistrement a-t-il été fait? Le 15 mars de l'année dernière, a répondu Olivia. 14 mois avant le décès de M. Schultz. Ces dossiers médicaux de cette même semaine confirment qu'il était en excellente santé cognitive. J'ai regardé mes parents. La mâchoire de mon père était si serrée que je pouvais voir le muscle tressauter. Ma mère était devenue complètement pâle.
Je l'autorise, a finalement dit le juge Whittaker. Mais je veux une vérification médico-légale complète soumise avant que nous ne la visionnions. Une confirmation indépendante que l'enregistrement est authentique et non altéré. Nous pouvons le fournir dans les 24 heures, votre honneur, a dit Olivia. Alors nous nous réunirons demain à 9 heures. Le juge a regardé les deux côtés de la salle d'audience. Je suggère aux deux parties de prendre ce temps pour considérer si cette affaire doit se poursuivre. Il offrait à mes parents une échappatoire, une chance de retirer la poursuite avant que la vérité ne détruise leur récit. Mais je savais déjà qu'ils ne la saisiraient pas. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. J'étais dans mon appartement, examinant des documents avec Olivia, quand j'ai vu le nom sur l'écran, Victor Schultz, mon père. Un instant, j'ai envisagé d'ignorer l'appel. Olivia a fait un signe de tête vers le téléphone. Mets-le sur haut-parleur. J'ai répondu, « Allô, Marina ». La voix de mon père était brève, contrôlée. Nous devons parler. Nous avons déjà parlé au tribunal, ai-je dit. Pas là, a répondu mon père. En privé. Cela est allé trop loin. J'ai jeté un coup d'œil à Olivia. Que voulez-vous, ai-je demandé. Régler ça, a dit Victor Schultz. Ta mère était émue aujourd'hui. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Nous pouvons encore arranger ça. Laisse tomber la vidéo et nous laisserons tomber la poursuite. Nous partageons le patrimoine. 50-50e. 50-50e, ai-je répété, après tout? Non, ai-je dit, Marina, sois raisonnable. Je suis raisonnable, ai-je répondu calmement. Le testament est légal. Grand-père a pris sa décision. Je ne négocie pas, en arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma mère. Laisse-moi lui parler. Il y a eu un bref bruissement. Puis Bonnie Schultz est intervenu, sa voix aiguë et glaciale. Tu fais une grave erreur, Marina. Si tu continues, nous te détruirons. Tout le monde saura exactement le genre de personne que tu es. Ils ont déjà essayé, ai-je dit. Ça n'a pas marché. Sa voix est devenue un sifflement. Nous avons d'autres choses que tu ne voudrais pas que le public entende. Olivia m'a murmuré un mot en silence, bluff. Si vous avez réellement des preuves, ai-je dit, apportez-les au tribunal. Sinon, arrêtez de me menacer. Espèce d'ingrate. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Olivia a posé une main ferme sur mon épaule. Il panique, a-t-elle dit doucement. Cette vidéo les terrifie. Ils savent que cela met fin à leur affaire. Alors pourquoi ai-je l'impression que ce n'est que le début, ai-je demandé. Parce que ça l'est, a dit Olivia. Demain, quand cette vidéo sera diffusée, tout changera. Ils le savent. Tu le sais. Et ils se battront aussi salement que possible jusqu'au bout. J'ai regardé mon téléphone. Le nom de mon père brillait toujours sur l'écran. Laisse-les faire, ai-je dit. Je suis prête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, Olivia et moi nous sommes assises dans mon salon, passant en revue tous les scénarios possibles. Le rapport médico-légal était impeccable. La vidéo était authentique, non altérée, correctement documentée. Nous avions des dossiers médicaux, des témoignages de témoins et une trace écrite détaillée appuyant chaque affirmation que nous avions faite. Cela devrait être simple, a dit Olivia en examinant ses notes. Cette vidéo détruit leur affaire. Devrait, ai-je répété. Mais ils essaieront quelque chose. Tu sais qu'ils le feront. Elle a hoché la tête. Ils s'en prendront à ton caractère. Ils essaieront de te dépeindre comme manipulatrice, calculatrice. Sois prête à ça. J'ai été prête toute ma vie, ai-je dit doucement. Olivia m'a étudié un instant. Es-tu sûr de vouloir être dans la salle d'audience quand nous diffuserons la vidéo? Tu pourrais attendre dehors. J'ai secoué la tête. Non, je dois être là. Je veux voir leur visage quand ils entendront ce que grand-père pensait vraiment. Elle n'a pas discuté. À 6 heures le lendemain matin, j'ai pris une douche et j'ai enfilé mon costume le plus professionnel, gris anthracite, parfaitement ajusté, celui que je portais pour les plaidoiries finales. Je voulais entrer dans ce tribunal en tant que l'avocate que j'étais, et non la victime qu'ils essayaient de faire de moi. Olivia m'a retrouvé sur les marches du palais de justice. Les journalistes étaient déjà là de nouveau, plus nombreux cette fois.
La nouvelle de la vidéo s'était répandue. Mademoiselle Schultz, qu'y a-t-il sur l'enregistrement, a crié un journaliste. Allez-vous transiger avec vos parents, a lancé un autre. J'ai continué à marcher sans répondre. À l'intérieur de la salle d'audience, mes parents étaient déjà assis. L'expression de ma mère était un masque rigide. Mon père regardait droit devant lui, refusant de me regarder. Le juge Andrew Whittaker est entré dans la pièce et tout le monde s'est levé. Nous sommes ici aujourd'hui pour examiner la preuve vidéo, a-t-il dit. Madame Grant, êtes-vous prête à procéder? Olivia s'est levée. Oui, votre honneur. J'ai pris une lente inspiration. C'était ça, le moment où tout allait changer. Votre honneur, a dit Olivia, nous aimerions présenter le témoignage enregistré d'Edward Schultz. La salle d'audience était bien plus bondée que la veille. J'ai reconnu d'autres visages, des associés de mon cabinet, des journalistes que j'avais vus à la télévision, même quelques anciens camarades de la faculté de droit. Des gens se tenaient le long du mur du fond. Ce n'était plus seulement une affaire de succession. C'était devenu un spectacle public. Le juge Whittaker a parcouru la pièce d'une expression sévère. Permettez-moi de rappeler à tous que ceci est un tribunal, a-t-il dit. Il n'y aura pas d'éclat, pas de commentaires, et absolument aucun appareil d'enregistrement. Il a fait un signe de tête au huissier. Assurez-vous que tous les appareils sont silencieux. L'huissier a traversé la galerie, vérifiant les téléphones. À la table des plaignants, mes parents étaient assis raidement. Les mains de ma mère étaient serrées si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Mon père jetait des coups d'œil nerveux à l'écran qui avait été placé à l'avant de la salle d'audience. Tout était prêt. Olivia avait connecté son ordinateur portable, testé l'audio et soumis le rapport d'authentification médico-légale. Le juge Whittaker avait déjà examiné les documents de vérification ce matin-là. Mademoiselle Grant, a dit le juge, j'ai examiné l'analyse médico-légale. L'enregistrement semble authentique. Vous pouvez procéder. Olivia a hoché la tête. Merci, votre honneur. Elle s'est levée et s'est adressée au tribunal. Pour le compte rendu, cette vidéo a été enregistrée le 15 mars de l'année dernière dans le bureau de l'avocat Charles Bennett. À l'époque, M. Schultz avait 84 ans et, selon ses dossiers médicaux, était en pleine santé cognitive. Elle s'est tournée vers l'écran. Votre honneur, membre du tribunal, nous présentons le témoignage d'Edward Schultz, enregistré avec ses propres mots. Les lumières se sont légèrement tamisées. L'écran s'est allumé. Et il était là, mon grand-père, assis dans un fauteuil en cuir, portant son cardigan préféré, regardant droit dans la caméra avec des yeux clairs et stables. La salle d'audience est tombée dans un silence complet. Même ma mère a cessé de s'agiter. La voix de mon grand-père a rempli la pièce, claire, stable et étonnamment forte pour un homme de son âge. Mon nom est Edward Schultz, a-t-il commencé. J'enregistre cette vidéo pour expliquer ma décision. L'enregistrement avait à peine commencé que Thomas Caldwell a bondi sur ses pieds. Votre honneur, je dois faire objection. Asseyez-vous, monsieur Caldwell, a dit le juge Whittaker sans quitter l'écran des yeux. Vous aurez votre opportunité. Caldwell s'est rassis. Bien que je puisse voir son esprit s'agiter, cherchant un moyen de contrer ce qui allait se dérouler. Quand la vidéo s'est finalement terminée, la salle d'audience est restée silencieuse pendant plusieurs longues secondes. Quelques personnes dans la galerie ont essuyé leurs larmes. L'un de mes collègues a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête, quelque chose qui ressemblait à du respect. Le juge Whittaker s'est tourné vers Caldwell. Votre réponse, conseiller. Caldwell s'est levé, ajustant sa cravate. À son crédit, il semblait toujours calme. Votre honneur, bien que la vidéo soit certainement convaincante, elle ne résout pas la question centrale. Mes clients ont des preuves que mademoiselle Marina Schultz a délibérément isolé son grand-père du reste de sa famille. Il est retourné à sa table et a soulevé une pile de pages imprimées. Ce sont des messages textes échangés entre mademoiselle Schultz et monsieur Schultz. Dans ces conversations, elle le décourage à plusieurs reprises de rencontrer son fils. Elle affirme également que Victor et Bonnie Schultz ne se soucient que de son argent. Il a remis des copies au juge et à Olivia. Je me suis penché pour les lire. Mon estomac s'est noué. Les messages étaient réels, mais ils avaient été modifiés. Des parties entières de la conversation étaient manquantes.
Caldwell a continué avec confiance. Ce comportement constitue une manipulation d'une personne âgée, votre honneur. Elle a empoisonné la relation entre le père et le fils, puis s'est positionnée pour hériter du patrimoine. À ce moment-là, ma mère s'est levée de nouveau, malgré les tentatives de Caldwell pour la retenir. Elle l'a convaincu que nous ne l'aimions pas, a crié Bonnie Schultz, sa voix tremblante d'une émotion théâtrale. C'est de la manipulation. C'est ce que cette vidéo ne montre pas. Comment elle s'est immiscée dans son esprit. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Certaines personnes dans la galerie ont commencé à hocher la tête. Je sentais l'atmosphère changer de nouveau. Le juge Whittaker a levé la main. Madame Schultz, je vous ai déjà averti de ne pas parler hors de votre tour. Mais le mal était déjà fait. Le doute avait pénétré la pièce. Olivia ouvrait déjà son ordinateur portable. Votre honneur, ces messages ont été complètement sortis de leur contexte, a-t-elle dit calmement. Nous avons les enregistrements complets des conversations, et ils racontent une histoire très différente. Elle a connecté son ordinateur portable à l'écran du tribunal. Les messages sont apparus de nouveau à l'écran, mais cette fois toute la conversation était visible. Le premier échange montrait mon grand-père me textant, « Edouard, ton père a rappelé, a demandé 120 000 $ pour la compagnie de Daniel. Troisième demande cette année. » Ma réponse ? Moi ? Tu n'es pas obligé de lui donner si tu ne veux pas. Sa réponse, Edouard, je sais, mais il se met en colère quand je dis non. Dis que je suis égoïste. Mon message, ce n'est pas juste pour toi. Tu les as déjà beaucoup aidés. Olivia a mis en évidence la section que Caldwell avait commodément retirée. Remarquez ici, votre honneur, a-t-elle dit. Mademoiselle Schultz ne dit pas à son grand-père d'éviter son fils. Elle l'encourage à fixer des limites lorsqu'il est sous pression financière. Elle a fait défiler jusqu'à une autre conversation, Edouard, Bonnie dit que je gaspille de l'argent pour des œuvres de charité au lieu d'aider la famille. Elle parle du fonds de bourse d'études. Moi, c'est ton argent, ta décision. Tu as gagné le droit de le dépenser comme tu veux. Edouard, merci de comprendre, Marina. Tu es la seule à ne pas me faire sentir coupable. Olivia s'est tournée vers le juge. Le contexte complet montre clairement que mademoiselle Schultz protégeait son grand-père de l'exploitation financière, et non qu'elle l'isolait de sa famille. Je me suis levé. Votre honneur, je n'ai jamais dit à mon grand-père de couper les ponts avec mes parents. Je lui ai simplement dit qu'il avait le droit de dire non. Ce sont deux choses très différentes. Le juge Whittaker a étudié attentivement les deux ensembles de messages, les versions éditées que Caldwell avait soumises, et les enregistrements complets maintenant affichés. Puis il a lentement levé les yeux. Monsieur Caldwell, a-t-il dit, avez-vous sciemment soumis des preuves incomplètes à cette cour? Le visage de Caldwell a perdu ses couleurs. Votre honneur, nous recevons ces messages de... Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Toute la salle a retenu son souffle, puis ma mère a éclaté. Elle a bondi sur ses pieds si brusquement que sa chaise a grincé bruyamment sur le sol. C'est ridicule, a-t-elle crié. Elle déforme tout. Madame Schultz, a commencé le juge. Non, a hurlé ma mère, sa voix résonnant dans la salle d'audience. Je ne vais pas rester assise ici à écouter ces mensonges. Elle ne mérite pas cet argent. Elle n'est rien. Elle n'a toujours été rien. Toute la salle d'audience s'est figée. Elle était une erreur, a poursuivi Bonnie, son visage rouge de fureur. Nous ne l'avons jamais voulu. Nous avons essayé d'en faire quelque chose, mais elle a tout gâché. Et maintenant, elle pense qu'elle peut prendre ce qui appartient à cette famille. Madame Schultz, asseyez-vous immédiatement, a dit le juge Whittaker, sa voix aussi tranchante qu'un fouet. C'est une menteuse et une manipulatrice, et tout le monde ici devrait le savoir. Huissier, a dit le juge. L'huissier s'est avancé. Mon père a attrapé le bras de ma mère, essayant de la ramener sur sa chaise, mais elle s'est dégagée de lui. Vous êtes tous dupés, a-t-elle crié vers la galerie. Ce n'est pas la victime. C'est nous. Elle nous a volé notre père. Madame Schultz, a dit froidement le juge Whittaker, si vous ne vous asseyez pas immédiatement, je vous déclarerai coupable d'outrage au tribunal et vous ferai expulser de cette salle d'audience. Ma mère a finalement cessé de crier. Elle respirait fort, ses yeux sauvages, comme si la colère l'avait emportée quelque part où elle n'avait pas l'intention d'aller.
Lentement, elle a regardé autour de la salle d'audience et a semblé réaliser ce qu'elle venait de faire. Puis, elle s'est effondrée sur sa chaise. Le silence qui a suivi était presque insupportable. Le juge Andrew Whittaker l'a observé longuement avant de se tourner vers Thomas Caldwell. « Monsieur Caldwell, a-t-il dit d'un ton égal, je vous suggère de conseiller votre client sur la conduite appropriée au tribunal. » Caldwell a hoché la tête avec raideur. « Oui, votre honneur. » Le juge s'est ensuite tourné vers Olivia Grant. « Madame Grant, avez-vous des preuves supplémentaires à présenter ?» Olivia m'a jeté un coup d'œil. J'ai fait un petit signe de tête. « Oui, votre honneur, a-t-elle dit. Nous aimerions appeler notre expert médical à témoigner concernant la capacité cognitive de monsieur Edward Schultz. » Mais le juge Whittaker a levé la main. Avant de passer au témoignage d'expert, a-t-il dit, je voudrais rejouer une partie de la vidéo de monsieur Schultz. Il y a une section que je veux que la cour entende à nouveau. Olivia a relancé l'enregistrement et a avancé rapidement jusqu'à un horodatage spécifique. Mon grand-père est apparu à l'écran une fois de plus. Cette fois, il s'est légèrement penché en avant sur sa chaise, son expression plus sérieuse. Je veux aborder quelque chose directement, a-t-il dit dans l'enregistrement. Je sais que mon fils et ma belle-fille pourraient contester ce testament. Ils pourraient prétendre que j'étais confus ou manipulé, alors laissez-moi être parfaitement clair. Il a regardé droit dans la caméra. J'ai 84 ans. J'ai toutes mes facultés. Mon médecin, le docteur Laura Henderson, m'a examiné la semaine dernière et a confirmé que je suis en bonne santé mentale. Je prends cette décision en toute connaissance de cause et intentionnellement. Il a fait une pause un instant. Je pouvais voir une émotion passer sur son visage. Mon fils Victor m'a appelé 4 fois au cours des 2 dernières années. Chaque fois, il m'a demandé de l'argent. Ma belle-fille Bonnie est venue me voir 2 fois en 5 ans, et aucune visite n'a duré plus d'1 heure. Puis sa voix est devenue plus forte. Marina me rend visite chaque semaine. Elle m'apporte des livres. Elle me parle de ses affaires. Elle me demande comment je vais. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. J'ai senti des larmes monter à mes yeux. Je laisse tout à Marina parce qu'elle est la seule personne de cette famille qui m'a aimé pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Elle mérite cet héritage. Elle l'a gagné grâce à des années de soins sincères. Il s'est légèrement penché en arrière. Si quelqu'un conteste ce testament, comprenez que j'ai pris cette décision avec un esprit clair et un cœur plein. C'est mon dernier mot. La vidéo s'est terminée. La salle d'audience est restée dans un silence stupéfait. J'ai jeté un coup d'œil vers la galerie et j'ai vu plusieurs personnes essuyer leurs larmes. Une femme au dernier rang pleurait ouvertement. Puis j'ai regardé mes parents. Le visage de ma mère était devenu pâle. Mon père regardait le sol. Olivia s'est levée. Votre honneur, la défense souhaite maintenant appeler le docteur Laura Henderson à la barre. Une femme d'une 50aine d'années est entrée dans la salle d'audience. Elle était menue et calme, ses cheveux gris tirés en un chignon soigné. Après avoir prêté serment, elle s'est assise dans le box des témoins. Docteur Henderson, a commencé Olivia, quelle est votre relation professionnelle avec monsieur Edward Schultz? J'étais son médecin traitant pendant 23 ans, a-t-elle répondu. Et avez-vous examiné monsieur Schultz en mars de l'année dernière, à peu près au moment où il a enregistré la vidéo que nous venons de regarder? Oui. À sa demande, j'ai effectué une évaluation cognitive complète. Olivia a affiché un rapport médical sur l'écran du tribunal. Pourriez-vous décrire vos conclusions? Le docteur Henderson a ajusté ses lunettes. Monsieur Schultz a démontré une excellente fonction cognitive pour son âge. J'ai administré l'examen mini-mental, l'évaluation cognitive de Montréal et plusieurs autres tests diagnostiques standards. Il a obtenu des scores dans la plage normale à chaque évaluation. Avez-vous observé des signes de démence, de confusion ou de capacité mentale diminuée? Absolument aucun, a-t-elle dit fermement. Il était vif, éloquent et pleinement conscient de sa situation. Olivia a hoché la tête. Monsieur Schultz vous a-t-il expliqué pourquoi il voulait cette évaluation? Oui, a dit le docteur Henderson. Il m'a dit qu'il mettait à jour son testament et qu'il voulait une documentation formelle prouvant qu'il était sain d'esprit. Ses mots exacts étaient: je ne veux pas que quiconque prétende que je ne savais pas ce que je faisais. Un léger murmure s'est répandu dans la salle d'audience.
Le juge Whittaker s'est penché en avant. Dr Henderson, selon votre opinion professionnelle, Edward Schultz était-il capable de prendre des décisions éclairées concernant son patrimoine en mars de l'année dernière? Absolument, a-t-elle répondu sans hésitation. Il savait exactement ce qu'il faisait. Le juge s'est tourné vers Caldwell. Monsieur Caldwell, avez-vous des preuves qui contredisent le témoignage du docteur Henderson? Caldwell s'est lentement levé. Il a regardé mes parents, puis de nouveau le juge. Non, votre honneur, a-t-il dit doucement. Avez-vous d'autres témoins ou preuves à présenter? Non, votre honneur. Le juge Whittaker s'est penché en arrière sur sa chaise. Toute la salle d'audience semblait retenir son souffle. Le juge Whittaker a regardé mes parents pendant plusieurs longues secondes. Puis il s'est tourné vers moi. J'ai présidé des litiges successoraux pendant plus de 15 ans, a-t-il commencé. J'ai vu des familles divisées par la cupidité, par l'incompréhension, et parfois par de véritables désaccords concernant les volontés d'un être cher. Il a pris le rapport médical devant lui, mais cette affaire est différente. Il a posé le document lentement. Les preuves présentées ici sont accablantes. Monsieur Edward Schultz était sain d'esprit. Il a exprimé ses intentions de manière indubitable, à la fois par écrit et en vidéo. En fait, il a pris des mesures extraordinaires pour documenter sa décision précisément parce qu'il anticipait qu'elle pourrait être contestée. Le juge Andrew Whittaker s'est ensuite tourné vers mes parents. Monsieur et Madame Schultz, a-t-il dit, sont-on calmes mais fermes. Je comprends que perdre un parent soit douloureux. Le chagrin peut amener les gens à réagir d'une manière qu'ils n'auraient normalement pas. Cependant, les preuves présentées dans cette affaire sont indubitablement claires. Les mains de ma mère tremblaient. Votre père a choisi de laisser son patrimoine à mademoiselle Marina Schultz parce qu'elle a gagné sa confiance et son affection au fil des ans grâce à des soins constants, a poursuivi le juge. Le testament est valide, le témoignage vidéo est sans équivoque, et les preuves médicales sont concluantes. Puis il m'a regardé et son expression s'est légèrement adoucie. Mademoiselle Schultz, je vous ai connue comme collègue et comme professionnelle. Il est évident pour moi-même et pour ce tribunal que vous avez gagné la confiance de votre grand-père honnêtement. Vous ne l'avez pas manipulé. Vous vous êtes occupé de lui. Il a levé le marteau. Le testament d'Edward Schultz est maintenu tel qu'il est écrit. La contestation des plaignants est rejetée. Le marteau a frappé le banc avec un claquement sec. Pendant un instant, la salle d'audience a explosé de bruit. Une vague de murmures s'est répandue dans la galerie. Quelques-uns de mes collègues se sont levés. J'ai entendu quelqu'un dire, enfin, justice. Olivia m'a saisi la main et l'a serrée fort. Je me suis tourné vers mes parents. Mon père avait enfoui son visage dans ses mains. Ma mère fixait le juge avec une incrédulité stupéfaite, mais le juge Whittaker n'avait pas terminé. De plus, a-t-il dit, élevant la voix au-dessus du bruit, le tribunal ordonne à monsieur et madame Schultz de payer les frais de justice de mademoiselle Schultz d'un montant de 72 000 $ pour avoir intenté un procès frivole. La salle d'audience est redevenue silencieuse. Je tiens à être clair sur les raisons de cette sanction, a poursuivi le juge d'un ton sévère. Cette poursuite a été intentée avec des preuves insuffisantes. Des messages édités ont été présentés, qui déformaient les faits, et la conduite de madame Schultz dans cette salle d'audience a été outrageante. Ma mère a tressailli. Ce tribunal ne tolérera pas les accusations sans fondement contre une personne dont la réputation a déjà été ternie par ce litige et la couverture médiatique qui l'entoure. Mademoiselle Schultz mérite une compensation pour ce préjudice. Il a ensuite regardé directement mes parents. En outre, ce tribunal émet une ordonnance formelle interdisant à Victor et Bonnie Schultz de contacter mademoiselle Schultz de quelque manière que ce soit, par téléphone, email, message texte, médias sociaux ou en personne. Toute violation de cette ordonnance entraînera des accusations d'outrage et une ordonnance de non-approche. Le visage de mon père était devenu pâle. Comprenez-vous, a demandé le juge. Oui, votre honneur, a dit mon père doucement. Ma mère n'a rien dit. Elle fixait ses mains. Caldwell s'est levé. Votre honneur, mes clients voudraient. Vos clients en ont assez dit, a interrompu le juge sèchement. Cette affaire est close. La séance est levée. Le marteau est tombé une dernière fois. Les gens ont commencé à quitter la salle d'audience. Les journalistes se sont précipités vers les portes, tapant déjà des mises à jour sur leur téléphone.
Mes collègues se sont approchés pour me féliciter, me serrant la main, me tapant sur l'épaule, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis simplement restée assise, sentant le poids des dernières semaines enfin se soulever de ma poitrine. Olivia s'est penchée vers moi. « Tu l'as fait ?» a-t-elle chuchoté. « C'est fini. » J'ai regardé à travers la pièce. Mes parents ramassaient leurs affaires. Les mains de ma mère tremblaient si fort qu'elle a laissé tomber son sac à main. Mon père l'a ramassé silencieusement pour elle pendant que Caldwell leur parlait à voix basse et pressante, expliquant probablement ce qui venait de se passer. Ni l'un ni l'autre ne m'a regardé, pas une seule fois. Et d'une certaine manière, c'était ça la vraie victoire. Quand je suis entré dans le couloir du palais de justice, je l'ai vu. Ma mère se tenait seule près de l'ascenseur. Mon père et Caldwell étaient déjà partis. Elle se tenait juste là, fixant le mur. Un instant, j'ai envisagé de passer devant elle, de l'ignorer comme elle m'avait ignoré la majeure partie de ma vie. Mais quelque chose m'a arrêté. « Maman » ai-je dit. Elle s'est tournée vers moi. Son visage était marbré de larmes, et son maquillage soigneusement appliqué était maculé. Elle avait l'air plus âgée que je ne l'avais jamais vue. « Quoi ?» a-t-elle demandé. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là » ai-je dit, et je le pensais. Non pas parce que je regrettais de me battre pour ce qui était à moi, mais parce que je détestais que notre famille se retrouve devant un tribunal. Elle a laissé échapper un rire amer. « Tu es désolé ?» a-t-elle dit. « Tu nous as tout pris. » « Je n'ai rien pris » ai-je répondu doucement. « Grand-père me l'a donné. » C'est ça la différence. « Tu penses avoir gagné ?» a-t-elle dit, s'approchant. « Tu penses que c'est fini ? Tu as perdu ta famille, Marina. Tu n'as plus personne maintenant. » J'ai étudié son visage attentivement. Et soudain, j'ai compris quelque chose. Elle croyait vraiment que la famille signifiait le sang, l'obligation et le contrôle. « Je n'ai jamais eu de famille » ai-je dit calmement. « J'avais des gens qui voulaient l'argent de grand-père. Ce n'est pas la même chose. »« Nous sommes toujours tes parents » a-t-elle dit, bien que sa voix ait vacillé. « Non » ai-je répondu. « Vous êtes les personnes qui m'ont donné naissance, mais vous n'avez jamais été mes parents. Les parents sont présents. Les parents vous soutiennent. Les parents vous aiment même quand vous les décevez. Vous n'avez jamais rien fait de tout cela. » Un instant, son expression affaiblit. J'ai cru qu'elle allait s'excuser. Au lieu de cela, elle a dit froidement, « Nous ne te pardonnerons jamais pour cela. » Je ne demande pas pardon, ai-je dit. Je vous demande de me laisser tranquille. Puis je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. Le lendemain matin, j'ai rencontré Olivia à son bureau. Je veux m'assurer qu'il ne puisse pas revenir, lui ai-je dit. Je veux que ce soit fini. Elle a hoché la tête. L'ordonnance du juge interdit déjà tout contact, mais nous pouvons aussi déposer une demande d'ordonnance de non-approche formelle si vous souhaitez une protection supplémentaire. Fais-le, ai-je dit. Elle a commencé à remplir les papiers. Nous finaliserons également le transfert de succession, a-t-elle ajouté. Tous les actifs seront correctement transférés et les comptes ouverts à votre nom. Ils ne pourront plus rien contester. Combien de temps cela prendra-t-il? Quelques semaines, peut-être un mois. Et puis, elle m'a regardé attentivement. Comment allez-vous? Honnêtement, j'y ai réfléchi. Je me sens soulagé, ai-je dit lentement. Mais aussi triste. Est-ce que cela a un sens? Complètement, a-t-elle dit. Tu as gagné, Marina, mais la victoire ne se ressent pas toujours comme on l'attend. Au cours des jours suivants, je me suis concentré sur la protection de ma paix. J'ai changé mon numéro de téléphone, bloqué mes parents sur toutes les plateformes sociales. J'ai informé la sécurité de l'immeuble qu'ils ne devaient jamais être autorisés à entrer dans mon immeuble d'appartement. Je ne me cachais pas. Je fixais des limites. Olivia a déposé l'ordonnance de non-approche. Elle a été accordée sans opposition. Mes parents ne se sont même pas présentés à l'audience. Quelques jours plus tard, l'associé gérant de Kirkland & Ellis m'a appelé à son bureau. Je m'attendais à une réprimande concernant l'attention médiatique. Au lieu de cela, il a dit « Je suis fier de vous. Vous avez géré cette situation avec plus de grâce que la plupart des gens ne l'auraient fait. » Merci, ai-je répondu. Si vous avez besoin de temps libre,
Prenez-le, a-t-il proposé. J'ai secoué la tête. Je préférerais travailler, ai-je dit. J'ai besoin de la routine normale. Il a souri. C'est exactement ce que je m'attendais à ce que vous disiez. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon appartement calme et paisible, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas l'approbation de mes parents. Je n'espérais pas qu'ils reconnaissent enfin ma valeur. J'étais libre. La réaction des médias a été rapide et écrasante. Le lendemain matin, des articles sur le procès étaient partout et les titres avaient complètement changé. Une avocate remporte une bataille d'héritage contre des parents avides. Le témoignage vidéo du grand-père révèle la vérité familiale. Le juge ordonne aux parents de payer les frais de justice après un procès sans fondement. Un article du Chicago Tribune se distinguait. Il était détaillé et réfléchi. Le journaliste avait clairement fait ses recherches. Ils ont interviewé des personnes qui avaient été dans la salle d'audience et ont décrit l'éclat de ma mère et la vidéo de mon grand-père. Ils ont même retrouvé mes professeurs de droit, d'anciens collègues et quelques voisins de mon grand-père. Chacun d'eux a raconté la même histoire. Ils me décrivaient comme travailleuse, intègre et profondément dévouée à mon grand-père. Mes parents, pas tellement. Les sections de commentaires étaient très différentes cette fois. Au lieu de me traiter d'avide, les gens étaient solidaires. Bien pour elle. La famille ne signifie pas que vous devez accepter les abus. Cette vidéo m'a fait pleurer. Son grand-père l'aimait vraiment. J'espère qu'elle utilisera l'argent pour construire la vie qu'elle mérite. Mon téléphone a commencé à vibrer constamment. Des collègues du cabinet ont envoyé des félicitations. D'anciens camarades de classe ont pris contact. Même des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont envoyé des messages de soutien. Un message se distinguait. Il venait d'une femme nommée Sarah, que je n'avais jamais rencontrée. J'ai vu ton histoire aux infos. Je vis quelque chose de similaire avec ma propre famille. Te voir défendre tes droits m'a donné le courage de fixer des limites avec mes parents. Merci d'avoir été assez courageuse pour te battre. J'ai lu ce message 3 fois. Plus tard ce jour-là, Olivia m'a transféré un email d'une journaliste me demandant si j'accepterais une interview. Tu pourrais raconter ta version de l'histoire, a-t-elle dit. J'y ai réfléchi. Une partie de moi le voulait, une partie de moi voulait crier la vérité sur tout ce que mes parents avaient fait sur les toits. Mais une autre partie de moi, celle qui avait enfin trouvé la paix, savait que je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit à Olivia. Le dossier du tribunal dit tout ce qui doit être dit. J'en ai fini de m'expliquer. Je n'ai jamais activement recherché de nouvelles de mes parents après le procès, mais l'information m'est parvenue quand même. Une collègue a mentionné que la société immobilière de mon père avait perdu 2 clients majeurs. Tous deux citaient des préoccupations concernant le caractère dans leur lettre de résiliation. Dans le monde des affaires de Chicago, la réputation comptait, et le procès avait nui à la sienne. Le cercle social de ma mère a également commencé à prendre ses distances. Les mêmes femmes qu'elle avait passé des décennies à essayer d'impressionner ont commencé à l'éviter. L'une des anciennes voisines de mon grand-père m'a dit qu'elle avait vu ma mère à un gala de bienfaisance, seule près du bar, tandis que ses anciennes amies se réunissaient de l'autre côté de la pièce. C'était triste, a dit la voisine. Mais honnêtement, Marina, les gens parlent. Ce qu'elle a dit de toi au tribunal, c'était cruel. Personne ne veut être associé à ça. Entendre cela ne m'a pas rendue heureuse. Cela ne ressemblait même pas à de la vengeance. Surtout, cela me semblait vide. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé une vieille amie de la famille dans un café. Elle connaissait mes parents depuis plus de 30 ans. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, a-t-elle dit avec précaution. Votre grand-père était un homme bon. Il a pris la bonne décision. Merci, ai-je répondu. Elle a hésité avant d'ajouter, tes parents ont des difficultés financières et sociales. J'ai entendu dire qu'ils pourraient vendre la maison. Je n'ai pas demandé plus de détails. Je ne voulais pas savoir. J'espère qu'ils trouveront la paix, ai-je dit. Et je le pensais. Non pas parce que je leur pardonnais, mais parce que je ne voulais plus porter leur amertume avec moi. Elle a eu l'air surprise. C'est très généreux de votre part. Ce n'est pas de la générosité, ai-je dit doucement. C'est de l'autopréservation. Les haïr me feraient plus de mal qu'à eux.
Elle a hoché la tête lentement. Votre grand-père serait fier de la femme que vous êtes devenue. Cela m'a fait sourire car, contrairement à l'approbation de mes parents, la sienne avait toujours compté. 3 mois après le procès, j'ai pris une décision importante concernant l'héritage. Je n'avais pas besoin de 18,5 millions de dollars. J'avais déjà une carrière stable et une vie confortable. L'argent était bien plus que ce que je pouvais dépenser pour moi-même, mais je savais exactement ce que mon grand-père aurait voulu que j'en fasse. J'ai organisé une réunion avec mon conseiller financier et Olivia. Je veux créer un fonds de bourse d'études, leur ai-je dit, pour les étudiants en droit issus de milieux à faible revenu. Olivia a souri immédiatement. Votre grand-père adorerait ça. Je veux l'appeler le fonds de bourse Edward Schultz, ai-je poursuivi. Je le dote de 3 millions de dollars. Cela devrait fournir des bourses d'études complètes pour au moins 4 étudiants chaque année. Mon conseiller a hoché la tête. C'est extrêmement généreux. C'est ce qu'il aurait fait, ai-je dit. Nous nous sommes associés à la faculté de droit de l'Université de Chicago, l'alma mater de mon grand-père, pour établir le programme. Les premières bourses seraient attribuées à l'automne suivant. J'ai personnellement rédigé les critères de sélection, des étudiants qui avaient surmonté de véritables difficultés, des étudiants qui avaient travaillé plusieurs emplois, des étudiants qui comprenaient ce que signifiait se battre pour une éducation, des étudiants comme moi l'avaient été autrefois. J'ai aussi acheté une maison. Rien d'extravagant, juste une petite victorienne dans un quartier tranquille, non loin du cabinet. Elle avait un jardin, un porche, et assez d'espace pour le genre de vie que je voulais construire. Le reste de l'héritage, je l'ai investi de manière conservatrice. Je ne voulais pas vivre extravagamment. Je ne voulais pas que les gens me traitent différemment à cause de l'argent de mon grand-père. Je voulais honorer sa mémoire en vivant comme il m'avait appris, avec intégrité, générosité et détermination. Le jour de l'annonce du fonds de bourse, l'université m'a envoyé un email. Ils avaient déjà reçu 50 candidatures et la date limite était encore dans 2 mois. Une candidature incluait une courte note, ma famille m'a toujours dit que je n'arriverais jamais à la faculté de droit. Cette bourse me fait croire que peut-être je peux y arriver. Quand j'ai lu ce message, j'ai pleuré parce que c'était exactement ce que mon grand-père avait fait pour moi. Il m'a fait croire que je pouvais. 6 mois après le procès, ma vie s'était enfin installée dans quelque chose de paisible. Je me réveillais chaque matin dans ma propre maison, une maison payée avec l'argent que mon grand-père m'avait laissé parce qu'il m'aimait. Je préparais le café dans une cuisine inondée de soleil matinal. Je me rendais au travail en traversant un quartier où les gens souriaient et se saluaient, et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents. L'ordonnance du tribunal était toujours en place, mais je doutais d'en avoir jamais besoin. Ils étaient passés à autre chose, et moi aussi. Au travail, les choses ont commencé à changer. Les associés me traitaient avec un autre type de respect. Non pas à cause de l'héritage, mais parce que j'avais géré une situation incroyablement publique et stressante avec sang-froid, j'ai commencé à recevoir des affaires plus importantes et de plus grandes responsabilités. Un après-midi, Olivia s'est arrêtée à la porte de mon bureau. « Comment allez-vous » a-t-elle demandé. « Honnêtement, je vais bien » ai-je dit. Et cette fois, je le pensais vraiment. Je ne pense plus à eux, pas comme avant, elle a hoché la tête. C'est de la croissance. J'ai réalisé quelque chose, ai-je ajouté, la famille n'est pas toujours définie par le sang. Ce sont les gens qui sont réellement là pour vous. Les gens qui reconnaissent votre valeur, même lorsque vous avez du mal à la voir vous-même. Olivia a souri. Votre grand-père a compris cela. Mes week-ends ont également commencé à avoir un autre aspect. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une clinique d'aide juridique, aidant des personnes qui ne pouvaient pas se permettre d'avocat. J'ai organisé des dîners avec des amis proches, de vrais amis, des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un, un professeur attentionné et gentil que j'ai rencontré lors d'un événement caritatif. Il ne se souciait pas de l'héritage. Ce qui l'intéressait, c'est que je riais de ces blagues terribles et que j'étais passionné par mon travail. Un soir, assise sur mon porche avec un verre de vin, j'ai eu une douce révélation. J'étais heureuse. Vraiment, profondément heureuse. Non pas parce que j'avais gagné au tribunal, non pas à cause de l'argent, mais parce que j'étais enfin libre d'être moi-même. Dans ce moment tranquille sur mon porche, j'ai finalement compris quelque chose que mon grand-père avait essayé de m'enseigner pendant des années. Le bonheur ne vient pas de prouver aux gens qu'ils ont tort.
Il vient de la réalisation que vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation en premier lieu. Pendant longtemps, j'ai cru que si je travaillais plus dur, accomplissais plus, ou sacrifiais suffisamment, mes parents finiraient par voir ma valeur. Mais l'amour qui doit être gagné par la souffrance n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ce que mon grand-père m'a donné était plus qu'un héritage. Il m'a donné de la clarté. Il m'a montré que la vraie famille n'est pas définie par l'obligation ou les liens du sang, mais par la présence, par les gens qui se tiennent à vos côtés quand c'est incommode, qui célèbrent vos victoires sans jalousie, et qui croient en vous-même quand vous doutez de vous-même. Gagner au tribunal ne m'a pas rendu complète. Abandonner le besoin d'être accepté par des gens qui ne m'ont jamais vraiment apprécié. C'est ce qui a tout changé. Alors, s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est ceci, votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui ont échoué à la voir. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de courir après leur approbation et de commencer à construire une vie où vous n'en avez plus besoin. Et si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous défendre, fixer des limites avec des gens qui étaient censés vous soutenir ou vous battre pour votre dignité, alors j'espère que mon expérience vous rappellera que vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle-ci voyagent bien plus loin que nous ne l'imaginons car tant de gens affrontent silencieusement les mêmes luttes. Si quelque chose dans cette histoire vous a parlé, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de l'entendre. Parfois, une histoire peut donner à une autre personne le courage de protéger sa propre paix. J'aimerais aussi vraiment entendre vos réflexions. Avez-vous déjà dû vous opposer à votre famille ou vous éloigner d'une relation qui vous faisait du mal? Comment l'avez-vous géré? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez entendre plus d'histoires réelles sur le courage, la justice et des gens qui reprennent leur vie en main, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci d'être là, d'écouter, et de faire partie de cette communauté. À la prochaine.